Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour échanger aujourd'hui sur la place de la femme dans l'espace public. Cette émission fait écho à un reportage diffusé sur France 2 et consacré à des cafés de banlieue parisienne et lyonnaise. Je vous cite un extrait du reportage qui dit que dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. La polémique a évidemment pris instantanément, médiatiquement, politiquement, sur la dimension culturelle et religieuse du phénomène, à l'instar du coup de chaud que l'on a connu sur le Burkini à la fin de l'été 2016. De quoi nous rendre à Mediapart immédiatement méfiants, et pour autant, la question du genre dans l'espace public est un véritable sujet, nous semble-t-il, très fertile, qui semble aller bien au-delà d'une quelconque spécificité géographique, sociale, culturelle ou religieuse. Pour discuter de tout ça avec moi, Chris Blash, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en socio-ethnographie, cofondatrice et coordonnatrice de la plateforme d'action et de réflexion Genre et Ville. Et Isabelle Claire, sociologue au CNRS, spécialiste des questions de genre et de sexualité, notamment dans les quartiers populaires. Puis pour co-animer avec moi, Faiza Zerouala, que vous connaissez, journaliste à Mediapart. Première question assez simple. Donc, comme l'a rappelé Mathilde, encore une fois, ce sont les femmes qui sont au centre de la controverse après l'été Burkini. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle instrumentalisation du féminisme? Si oui, et à quelle fin? Alors oui, clairement, et on ne cesse de le répéter à chaque fois, c'est-à-dire que les femmes sont un outil à plus d'un titre. On le voit médiatiquement, on le voit aussi quand il s'agit de mettre en place des mesures sécuritaires. C'est-à-dire que sous couvert d'accompagner, de protéger des êtres qui seraient fragiles, on met en place un certain nombre de politiques d'accompagnement qui vont amener à finalement stériliser l'espace public, à pouvoir y mettre un peu plus de panoptique. Donc dans ce contexte-là, on est exactement sur les mêmes leviers, sur les mêmes phénomènes, avec un levier supplémentaire et un niveau supplémentaire qui est la stigmatisation. Je pense en débattre un petit peu plus, mais le fait d'avoir ouvert ce champ-là spécifiquement en ne montrant qu'un angle de la domination masculine dans un quartier en particulier, sur un espace de ce quartier en particulier, clairement, on voulait donner un biais à ce reportage. C'est un peu la même question, mais est-ce que justement ce questionnement sur les lieux non mixtes dans l'espace public sont systématiquement rattachés au quartier populaire? Enfin, est-ce qu'il y a un biais de ce forme-là? Et est-ce que le rapport homme-femme s'y joue dans ces quartiers-là de manière ou sous une forme exacerbée ou spécifique? Alors c'est une très vaste question, c'est le problème de ce genre de reportage qui cherche le dernier bastion de la domination masculine, qui fait comme si on avait trouvé l'endroit où se trouvaient les derniers machistes en France. Et donc c'est dans un café, ce qui est pratique parce que c'est accessible à la caméra, c'est justement dans un espace public à la fois confiné et en même temps très facilement circonstanciable. Donc c'est très pratique en fait comme espace, il faut le dire quand même parce que ça facilite aussi l'accès, le regard critique est quand même facilité dans certains espaces plutôt que dans d'autres qui sont plus inaccessibles, y compris aux journalistes. Donc ça c'est une première chose. Alors bien sûr la question de la limitation de l'accès des femmes aux espaces publics, c'est en fait une question à la fois très ancienne qui se retrouve dans divers endroits de la société et qui a des manifestations qui peuvent être spécifiques en fonction des lieux. Mais là ce qui est vraiment important, je pense, et c'est pour rebondir aussi par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui est important c'est de voir comment l'angle se focalise sur un tout petit bout de réel pour instrumentaliser non seulement le féminisme mais les femmes. Et il y a une phrase à mon avis qui est hyper révélatrice qui aurait pu être coupée au montage et qui ne l'a pas été, c'est donc un choix, c'est quand cette femme blonde maquillée s'adresse à un homme dans un quartier, je crois que c'est dans la banlieue lyonnaise, en disant mais qu'ils amènent amenez vos femmes dans les cafés. Et cette phrase, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle montre d'abord dans cette phrase que ces femmes-là sont des objets, c'est pas des sujets. Il faut amener les femmes, c'est aux hommes d'amener leurs femmes. Et c'est une femme blanche qui dit ça à l'image, qui s'adresse dans un premier temps à la réalisatrice du film. Je pense que c'est une femme qui réalise le film. Ça n'est pas coupé. Le fait qu'elle se reprenne n'est pas coupé non plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment... moi, ça me met vraiment en colère parce que non seulement c'est un reportage
reportage qui est ouvertement raciste, qui instrumentalise le féminisme, qui se fait passer pour un reportage féministe, alors même qu'il fait des femmes des objets, évidemment pas de n'importe quelle Justement, femme. en 2006, il y a la sociologue Nassira Ghenif, dans son livre « La République mise à nu par son immigration », qui pointait la dénonciation sélective du sexisme en écrivant « Ce noircissement des uns ou le blanchiment des autres », elle pointait clairement la stigmatisation des hommes racisés des quartiers populaires. Est-ce que là, c'est une grille de lecture pertinente qu'on peut appliquer à ce reportage ? Oui, tout à fait, parce que je pense que les femmes de Sevran ou d'autres villes ne puissent pas accéder aux cafés, et puis c'est pas que les cafés, elles ont de nombreuses entraves dans leur vie quotidienne pour leur mobilité. Alors c'est pas non plus n'importe quelle femme, c'est les femmes de certain âge, c'est des femmes plutôt jeunes, ou qui sont censées être en couple, qui sont censées rester chez elles, etc. Parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, les femmes peuvent être plus mobiles dans l'espace public, à Sevran et ailleurs. La limitation dans l'espace des femmes se fait quand même à des âges particuliers, ce qui n'est jamais évidemment spécifié dans le reportage. Donc, ce qui est important de dire, je pense, c'est que l'entrave dans l'espace public de ces femmes-là, je pense, est réelle, existe. Moi, je l'ai vu sur mes terrains. Je pense que personne... Et que c'est un problème, ça c'est sûr. Que cette entrave-là, en fait, elle s'inscrit dans des logiques sociales qui excèdent complètement les seuls problèmes de la ville de Sevran, qui sont à la fois des phénomènes historiques, des phénomènes sociaux larges, et qu'il serait bon, en effet, de les dénoncer et de les dénoncer pour de vrai. Mais le problème, c'est de systématiquement utiliser des faits qui sont réels, des problèmes qui sont réels, pour une cause qui n'a rien à voir avec ces faits-là. Et c'est ça, moi, qui me met vraiment en colère quand je vois ce genre de reportage, c'est qu'on voit bien que, justement, le problème de ces femmes, d'ailleurs, qu'on lâche en cours de reportage, parce qu'on voit des femmes qui se font les porte-paroles de ces problématiques-là, et après, on les voit plus, on les interviewe sur le bord d'un trottoir, sans jamais se demander si on les met en difficulté par ailleurs. On aurait pu les faire parler ailleurs, mais enfin, ces femmes-là, on les fait parler sur le trottoir, elles n'ont pas droit à mieux, manifestement. Et après, on les largue en plein reportage, et c'est plus elle le problème. Et on voit bien que c'est pas elle le sujet du sujet du reportage. Je soulignais tout à l'heure en introduction de l'émission qu'on était nous-mêmes un peu sur une matière difficile à appréhender dans son explication, etc. Et je vous pose la question, est-ce que parce qu'il y a ce biais du reportage et du bruit médiatique autour qui va focaliser, pour le dire un peu grossièrement, sur l'islam, le problème de l'islam dans les banlieues, pour le dire, encore une fois très grossièrement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'euphémiser cette question-là, Chris Blash, et peut-être plus clairement, est-ce qu'on peut reproduire la même analyse dans un centre urbain bourgeois, en milieu rural, dans d'autres types d'espaces que celui montré dans le reportage ? Alors c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est un sujet sur lequel on a réfléchi et il se trouve que je fais aussi partie d'un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe et j'en parlais avec une amie de La Barbe ce week-end et elle me disait on devrait vraiment faire un montage parce que quand nous faisons des interventions dans les cercles de pouvoir, on pourrait reprendre les commentaires qui nous sont dits et les appliquer sur les images du café ou prendre les commentaires des images du café et les appliquer dans le contexte de cercles de pouvoir dans lesquels nous faisons nos interventions. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que le type d'action que mène Alors, La Barbe est un groupe d'action féministe qui intervient dans les cercles de pouvoir en utilisant une barbe postiche pour mettre en lumière le fait que ce sont des cercles exclusivement masculins. Donc, typiquement, par exemple, des colloques, des choses comme ça. Tout à fait. Alors, ça peut être dans lesquels les intervenants sont exclusivement masculins. Tout à fait. Et on peut dire que, d'ailleurs, on peut, à ce titre, couvrir l'ensemble des différents domaines de la société. C'est-à-dire qu'on a pu intervenir aussi bien dans le secteur du sport que des médias, que du CAC 40. Et dans tous les cas de figure, nous avons reçu exactement les mêmes injonctions que ces femmes reçoivent dans les cafés. Donc là encore, on voit bien que si on veut focaliser et faire dire quelque chose à un certain groupe donné, on peut le faire en limitant le cadre dans lequel on l'installe. Mais par ailleurs, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on est bien dans une logique structurelle, et ce que nous ne cessons de répéter, c'est-à-dire que les manifestations peuvent différer parfois un peu, encore que, pas tant que ça, puisqu'on voit que là, on pourrait, par exemple, interchanger les réflexions et les injonctions, quel que soit le contexte. Mais surtout, on se rend bien compte que dans ce contexte-là, structurellement,
le sujet est très profond et ne peut pas juste être focalisé comme ça a été fait dans ce cadre. Donc pour nous, cette instrumentalisation, elle est grave dans un contexte politique qui est aujourd'hui compliqué. On le voit avec les attentats qui ont eu lieu hier à Berlin, où immédiatement c'est repris, où on est en train d'opposer islam contre chrétienté parce que ça s'est passé devant une église. Donc on voit bien que tout ça concourt à ça et que la question féministe n'a rien à voir avec le sujet. En fait. Elle passe Rien presque à l'arrière-plan. Mais complètement. Encore une fois, c'est une sorte de marche, de marche-pied. J'ose pas filer la métaphore. Isabelle Claire, vous travaillez, je crois, ou vous avez l'intention de travailler sur d'autres types d'espaces que les quartiers populaires. Et, alors, vous le dites vous-même, donc je reprends vos termes, plutôt des quartiers bourgeois, sur cette question de la place des filles et des garçons et de la sexualité. Même question, est-ce qu'on peut appliquer la même analyse sur d'autres types d'espaces ? Alors, je pense qu'il y a au moins deux choses à prendre en compte. Comme le disait Chris Blash, il y a cette idée quand même que il faudrait envisager selon les espaces qui comptent pour les hommes de tel ou tel milieu social, les espaces qui comptent pour ces hommes-là, qui ne sont pas les mêmes dans les classes populaires périurbaines, dans les classes populaires rurales, dans les classes dominantes, les espaces qui comptent pour les hommes dont ils excluent les femmes. Parce qu'en fait, dans tous les milieux sociaux et dans tout l'espace social, ces espaces-là existent, sauf que l'espace qui compte pour les hommes de Sevran, c'est le café. On parlait des hommes du CAC 40, ça ne va pas être le café au coin de l'immeuble, ça va être un autre espace. Donc envisager ces différents espaces. Bon, ça c'est une première chose. Après, il y a des spécificités en fonction des lieux aussi, et notamment une chose qui est importante dans le reportage, je reviens au reportage parce qu'il fourmille quand même d'éléments d'interprétation et d'analyse. Au tout début, les deux femmes, donc les porte-paroles d'un mouvement de la Brigade des mères, mentionnent, c'est vraiment hallucinant dans le reportage, elles mentionnent la politique des grands frères, donc elles mentionnent une responsabilité des pouvoirs publics aussi dans la légitimation qui a été faite de certains hommes localement, et ça n'est absolument pas repris puisqu'il n'est question que d'islam, de culture, etc. Donc quand ces femmes-là parlent, de toute façon, on ne les écoute même pas, et quand c'est le pouvoir qui est mis en cause, là, il n'est plus, on personnalise sur certains hommes, mais on ne se rend pas compte du caractère systémique, et je n'ai pas répondu. Mais justement, on pourrait aussi questionner la construction même de l'espace public dans les quartiers populaires, parce qu'on voit par exemple que les stéréotypes de genre sont aussi à l'œuvre dans ces constructions. On y construit par exemple des terrains de basket, des terrains de foot, qui sont quand même des équipements à valeur symbolique masculine. Est-ce que c'est aussi un autre facteur d'explication à cette non-appropriation des femmes de l'espace public? Oui, moi je vois que j'ai fait des enquêtes il y a plus de 10 ans dans des quartiers populaires de banlieue parisienne, et en fait tous les espaces, toutes les infrastructures mises à disposition des jeunes, les jeunes étant les garçons de toute façon, y compris d'ailleurs dans le discours des jeunes eux-mêmes, quand ils disent les jeunes, ça veut dire les garçons. Enfin, c'est quelque chose qui est totalement intériorisé par toutes les parties, enfin, vraiment, y compris d'ailleurs une partie des sociologues et des commentateurs d'une façon générale de ces espaces sociaux. Et donc tout est pensé pour les garçons, mais d'une façon générale, l'espace public et l'espace des hommes. Les femmes y sont présentes par moments, par intermittence, selon certaines modalités, à certaines heures, plutôt en groupe, le moins possible seul, ou alors en ayant un objectif précis, etc. Ça, c'est quelque chose qui est général, avec des manifestations spécifiques en fonction des lieux. Et il faut bien dire que dans ces espaces-là, on n'a pas fait grand-chose, ou alors c'est vraiment des initiatives locales, parce qu'il y a des associations féministes, parce qu'il y a des gens qui sont engagés sur ces questions-là de façon vraiment consciente et ciblée. Mais sinon, tout a été pensé plutôt au masculin, et pas tellement d'ailleurs pour les garçons, mais pour les tenir tranquilles, pour canaliser leurs éventuelles envies de rébellion, qui est jamais qualifiée comme ça, mais qui est toujours pathologisée. Donc ça, il y a une coïncidence très forte en fait entre ce que les pouvoirs publics mettent en place et les normes sociales d'une façon générale à l'œuvre là et à l'œuvre dans plein d'espaces. Peut-être pour rebondir, et parce que je sais que c'est quelque chose que vous menez aussi via Jean Réville, la question de créer les conditions de l'occupation, enfin de l'appropriation par les femmes de l'espace public. On soulignait un collectif Place aux femmes à Aubervilliers par exemple qui se lance aussi, enfin qui s'est lancé il y a déjà un certain temps dans ce type d'action. Est-ce que c'est un enjeu, le fait d'aller et de s'asseoir et d'occuper l'espace? Alors il y a plusieurs façons de traiter cette question. Alors il y a
y a une question un petit peu, j'ai envie de dire, réactive, d'empowerment, offensive, hein, et c'est le cas, c'est ce que fait Place aux femmes, et c'est ce qu'on peut faire, nous, dans certaines expérimentations qu'on va mener dans l'espace public. C'est-à-dire que de dire d'abord, cet espace, prenons-le, il nous appartient aussi, et donc, d'à partir d'un certain stade, pouvoir dire, on peut se montrer, et se montrer autrement que dans les fonctions, comme ça vient d'être dit à l'instant, qui sont les fonctions dévolues aux femmes. C'est-à-dire que, effectivement, quand on observe l'espace public, on voit que, nous, on a coutume de dire que les hommes occupent et que les femmes s'occupent, hein, dans l'espace public. On est vraiment bien là sur on voit bien le réflexif, hein, sur. Et non pas les femmes occupent et les femmes subissent. Exactement. Non, mais après c'est autre chose. Mais les femmes subissent. Moi, j'aime pas trop le côté victimaire de ces questions-là. Les femmes n'ont pas à être représentées systématiquement comme des victimes. Et d'ailleurs, on voit bien qu'encore une fois, à travers ce reportage, c'est le biais qui a été pris. Mais pour revenir à votre question. Qu'est-ce que ça veut dire retravailler sur cet espace public? C'est effectivement, d'une part, travailler sur ces espaces d'exclusivité que vous avez cités et qui ont été largement cités par Isabelle Claire aussi, c'est-à-dire de voir comment ces espaces ont été construits, à quelle fin et comment, du coup, ils sont utilisés. Moi, je trouve qu'il est, du coup, très difficile d'aller voir des garçons aujourd'hui qui sont sur un city-stade et de leur dire partage ton espace, alors qu'on leur a très clairement indiqué qu'ils avaient toute légitimité à posséder cet espace. Donc on voit bien qu'il y a eu là, quelque part, quelque chose qui s'est conduit politiquement et qui, du coup, conduit à des comportements qui font qu'ils sont possesseurs, donc propriétaires de certains espaces, et que cette propriété va être accompagnée d'un certain nombre de modes de fonctionnement. Travailler ces espaces publics, ça veut dire donc identifier ces espaces, comprendre ce qu'on a voulu faire avec, et comment les déjouer derrière, c'est-à-dire retravailler sur qu'est-ce qui va créer de la mixité dans l'espace public, qu'est-ce qui va refertiliser l'espace public, par opposition à une stérilisation dont je parlais un petit peu au début, en disant que tout aujourd'hui, notamment à travers une sécurisation des femmes, conduit à une stérilisation des espaces publics. On grille, on code, on met des caméras, donc on a toute une panoptique qui est mise en place pour, quelque part, contrôler l'espace public. On est bien sur les espaces défendables tels qu'Haussmann les a définis au XIXe siècle et qui ont été revus après et repris en ligne de compte par différentes politiques. Et cette politique-là ne permet pas la mixité dans l'espace public et en plus encourage ce qu'on prétendrait défendre, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand on va sortir dans ces espaces, on va se sentir mal à l'aise quand on est une femme parce qu'on a reçu toutes ces injonctions. Mais justement, c'est quand même peut-être aussi un facteur à prendre en ligne de compte, parce que là, effectivement, on part du postulat que l'espace public est sécurisant pour les femmes. Et par exemple, en 2014, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles relevait qu'une femme a effectivement 2,3 fois plus de risques de se sentir en insécurité dans son quartier qu'un homme. Ça, c'est une dimension quand même qu'on peut aussi questionner ou à laquelle il faut réfléchir. Tout à fait. Alors, mais votre phrase le dit bien, de se sentir en sécurité. Ce qui est différent de se faire agresser. On est bien d'accord. Alors, je ne nie absolument pas, par ailleurs, les agressions que les femmes peuvent subir, y compris agressions verbales qui sont extrêmement communes et qui sont très liées à ce phénomène d'appartenance, c'est-à-dire de dire l'espace public m'appartient, donc j'en fais ce que je veux et je fais ce que je veux des personnes qui le vivent. Donc ce sentiment d'insécurité, il est construit. Ça ne veut pas dire que l'espace public n'a pas ces zones de danger, mais encore une fois, pour revenir sur quelque chose qui est extrêmement classique, on sait que s'il s'agit de sécurité, les femmes sont beaucoup plus dans l'insécurité dans l'espace privé, puisque c'est là que se passe la majorité des violences qui se font contre les femmes. Donc on voit bien qu'on est dans un non-sujet et qu'on est bien en train d'orienter encore une fois une question de domination, de qui a droit à certains espaces et qui n'y a pas droit. Et que tout concourt à créer ces espaces-là. D'à partir de là, pour revenir presque au sujet qui est notre sujet initial, est-ce que ce reportage de France 2 était biaisé? Oui, puisqu'on voudrait afficher ces injonctions ou dire que ces injonctions ne viendraient que d'une certaine partie de la société et que par certains éléments de la société. Ce n'est pas du tout le cas. On est dans quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement contrôlé et qui est massif et structurel. Qui est presque inconscient finalement. Un impensé... On peut dire que c'est un impensé, je ne voudrais pas monopoliser de la parole parce que je pense qu'Isabelle a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais on est bien sur une construction où, quand on nous parle d'espace public, on dit mais l'espace public fait pour tout le monde. On travaille avec des urbanistes qui vont nous dire mais un banc n'a pas de sexe. On leur dit mais pardon, mais... Alors, le banc n'a pas de sexe physique, c'est vrai. Par contre, il a un sexe social, il a un sexe symbolique. L'environnement va donner un sexe à ce banc.
Et par conséquent, l'utilisation de ce banc va avoir effectivement des orientations qui vont faire que les femmes ne vont pas l'utiliser ou ne vont pas l'utiliser de la même façon qu'un homme va l'utiliser. Tout ça par un ensemble de facteurs concourants. Donc l'idée, aujourd'hui, pour ne pas parler que de choses négatives, c'est de se dire qu'est-ce que du mobilier urbain dans l'espace public, à quel endroit doit-il se trouver, est-ce que c'est un banc paysage ou c'est un banc pour encourager la conversation. Et à partir de là, on commence à tirer un fil qui va nous amener vers de la construction, vers du positif, vers une autre façon de penser l'espace public. Et c'est ça surtout qu'on voudrait dire aujourd'hui, c'est que quand on va dénoncer, nous ça ne nous intéresse pas tellement en fin de compte de dénoncer ce qui s'est passé sur France 2, ce qu'on a plutôt envie de trouver comme tribune, c'est du temps pour dire qu'est-ce qu'il faut faire qui va amener du changement. Parce que ça, par contre, c'est le vrai sujet. Plutôt qu'être en réaction, on a plutôt envie d'être en proaction pour faire de la proposition en logement, en espace public et en mobilité, par exemple. Et alors peut-être pour conclure, déjà, il y a eu des réactions, et parmi ces réactions à ce reportage, et ça rejoint ce que vous dites, il y a eu l'idée que d'autres lieux hautement symboliques étaient monopolisés par les hommes, et que même où les femmes pouvaient être exclues de manière assez violente. Nous, à Mediapart, on référence via le Matchoscope ce type de manifestation en politique, mais Rokhaya Diallo, dans un autre débat télévisé, puisqu'on fait un peu de critique des médias là en même temps, parlait de ces femmes que l'on salue de caquettement de poules à l'Assemblée nationale, etc. Donc est-ce que, pour rejoindre un peu la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça dont on ne parle pas assez, où les femmes sont violentées d'une certaine manière quand elles arrivent ou quand elles s'expriment ou quand elles sont simplement là en tant que femmes et l'Assemblée nationale n'est pas le seul exemple, je pense. Non. Alors on pourrait faire des listes. D'une façon générale, les espaces de la politique, les espaces professionnels dans les métiers longtemps réservés aux hommes, c'est-à-dire à chaque fois parce que les métiers de femmes, il n'y a pas de problème. Elles sont. Le problème, c'est les espaces qui ont été pendant longtemps ou qui sont encore des chasses gardées. Mais on peut rester sur les cafés parce que le café n'est pas un lieu anodin. C'est-à-dire c'est à la fois un lieu de sociabilité populaire, donc il est stigmatisé en ce sens-là dans ce type de. Enfin, en tout cas, il est particularisé dans ce type de reportage. Mais moi, par exemple, je suis assez fascinée par le fait que dès qu'il y a match, comme on dit, match de rugby, match de foot, les cafés sont privatisés. Et là, pas que les cafés de Sevran, sûrement les cafés de Sevran aussi, mais en fait les cafés de toutes les villes, de tous les centres-villes y compris de France, dans les beaux quartiers. Voilà, absolument partout. Donc là, le café est à nouveau investi par tous les hommes, enfin tous les hommes en tout cas qui sont intéressés, parce que tous les hommes ne le sont pas, mais les hommes de différentes classes sociales. Et là, il n'y a aucun problème collectif à ce qu'à ce moment-là, ces espaces-là, qui sont des espaces publics, soient totalement privatisés, soient quasiment peuplés que d'hommes, parce qu'y compris les femmes qui regardent les matchs, en général, c'est plutôt dans l'espace privé. Et à ce moment-là, il n'y a aucune contestation possible. Et si on disait que ça, par exemple, c'est une situation qui est certes une situation ponctuelle, mais qui est ritualisée, qui revient régulièrement, et qu'à ce moment-là, un groupe de sexe privatise cet espace-là, en fait, c'est une question qui pourrait être politisée, qui serait politisable, et je pense que beaucoup d'hommes diraient, mais enfin, n'importe quoi, elles sont folles, enfin, on a quand même le droit de s'amuser. Et du coup, là, ça serait pas l'islam, ça serait d'autres arguments, ça serait le jeu, ça serait l'histoire, mais quand même, on a bien le droit d'eux, mais enfin, on va quand même pas, elles vont arrêter de nous emmerder sur tout et n'importe quoi. Mais je pense que c'est important parce que le café, pour le coup, ça parle aussi à du monde parce que c'est un espace de sociabilité masculin et viril depuis très 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 longtemps. C'est un lieu de consommation d'alcool, de choses qui ont été longtemps interdites aux femmes parce que ça peut les amener à des excès obscènes, parce que leur corps, quand même, elles ne maîtrisent pas très très bien leur corps, elles ne maîtrisent pas très très bien leur sexualité, elles doivent rester à la maison. Je pense que c'est un espace qui doit être interrogé aussi en tant qu'espace, c'est-à-dire y compris de façon transversale dans l'espace social. Mais bien sûr, il n'y a pas que les cafés, il y a de nombreux espaces. La rue, de toute façon, est un espace dans lequel, je ne vais pas revenir parce que ça a été très 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 bien dit, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, mais il faut s'interroger à la fois sur les espaces comme lieux circonscrits, mais aussi les moments dans lesquels ces espaces sont investis, par qui la nuit est un lieu en fait en lui-même, un espace public en lui-même qui est fortement interdit aux femmes, ou en tout cas dans lesquels les femmes reçoivent de nombreux rappels à l'ordre, et puis tous les espaces de pouvoir. Le café de Sevran étant un espace de pouvoir local pour des hommes qui ont peu de pouvoir, mais tous les espaces qu'il faudrait en fait, je pense pas que ce qui soit forcément important, là comme ça en 5
minutes, on va faire la liste, tout, mais de voir qu'est-ce qui fait qu'un espace peut, à un moment donné, il peut être important, qu'il soit fermé ou qu'il soit, décidé non mixte, que ce soit dit ou que ça ne soit pas dit, parce que ça ne se dit pas toujours explicitement. On va devoir terminer. Je suis désolée. On a bien fait de se poser la question, je pense. Donc, oui, on a ouvert plein de pistes. Vous revenez quand vous voulez pour continuer à en parler. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un autre débat, un autre entretien. Tous les formats vidéo de Mediapart que vous trouvez disponibles sur le site. Merci, à bientôt.